Il existe un métal plus cher que l'or, qui contrôle l'avenir des voitures électriques et qui alimente votre téléphone en ce moment même. Un métal pour lequel se déroulent de véritables guerres au Congo, où des enfants creusent la terre à mains nues, tandis que les multinationales déboursent des milliards pour garantir leur approvisionnement. C'est le cobalt, l'élément le plus controversé de l'ère des batteries, sans lequel aucune batterie lithium-ion au monde ne pourrait fonctionner. Une roche qui ressemble à de la pierre grise tachetée de rose, mais dont la valeur dépasse celle des métaux précieux, car d'elle dépend la capacité de l'humanité à se libérer du pétrole. Plongeons dans l'univers sombre du minerai de cobalt, où le progrès technologique se heurte à la géopolitique, à l'exploitation et à une lutte acharnée pour les ressources. Commençons par le cobalt lui-même. C'est un métal gris argenté, avec une légère nuance rosée, magnétique, dur et résistant à la chaleur. Mais sa véritable valeur ne réside pas là. Le cobalt possède cette propriété unique de stabiliser la structure des cathodes dans les batteries lithium-ion. Sans lui, les batteries surchauffent, perdent leur capacité, peuvent s'enflammer ou exploser. Chacun de vos appareils, smartphone, ordinateur portable, écouteurs, cigarette électronique, contient du cobalt dans sa batterie. Et chaque voiture électrique sur la route renferme entre 5 et 20 kg de ce métal. Le minerai de cobalt a une apparence peu remarquable. Les minéraux les plus courants sont la cobaltite, l'érythrite, la skutterudite. La couleur varie du gris au noir, parfois avec des nuances roses ou violettes dues aux impuretés. L'érythrite est surnommée « fleur de cobalt » en raison de sa couleur rose framboise. C'est elle qui trahit la présence de cobalt dans la roche. Mais le cobalt en lui-même forme rarement des gisements distincts. Il est généralement extrait comme sous-produit lors de l'exploitation du cuivre ou du nickel. Et c'est là que commence le véritable problème. Environ 70% du cobalt mondial provient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un cauchemar géopolitique. Imaginez que la quasi-totalité du cobalt pour toutes les batteries de la planète dépendent d'un seul pays africain instable, rongé par la corruption, les conflits et des conditions de travail épouvantables. C'est comme si tout le pétrole mondial se trouvait dans un unique endroit susceptible d'exploser à tout moment. La région du Katanga, au sud de la RDC, est un phénomène géologique, la fameuse ceinture de cuivre. Sous terre gisent d'immenses gisements de minerais de cuivre, contenant entre 0,1 et 0,5% de cobalt. Cela semble peu, mais quand on extrait des millions de tonnes de cuivre par an, on obtient au passage des centaines de milliers de tonnes de cobalt. Les gisements les plus riches atteignent jusqu'à 1% de cobalt, ce qui est déjà considérable. L'extraction se fait de deux manières, les mines industrielles des grandes corporations et ce qu'on appelle les mines artisanales, c'est-à-dire l'extraction rudimentaire. Les mines industrielles sont des complexes modernes, dotés d'équipements valant des milliards de dollars, où travaillent des milliers de personnes. Le minerai est dynamité, chargé par d'immenses excavateurs, transporté vers les usines de traitement. Tout est automatisé, contrôlé, relativement sûr. Et maintenant, l'extraction artisanale, c'est l'enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants dès l'âge de 7 ans, creusent le minerai à la main dans des mines primitives sans aucune sécurité. Ils descendent dans des fosses profondes de 40 à 50 mètres par des échelles branlantes, sans casque, sans étai, sans ventilation. Les éboulements tuent régulièrement, des dizaines de morts par an officiellement, en réalité, sans doute bien davantage. Ils creusent à main nue ou avec des outils rudimentaires, remplissent des sacs de minerais et les traînent jusqu'à la surface. Ils gagnent quelques dollars par jour, une misère, même selon les standards africains. Le minerai est vendu à des intermédiaires
qui l'achemine vers les entrepôts d'entreprises chinoises. Là, il est contrôlé, payé en liquide, puis expédié pour être transformé. Aucune traçabilité, aucune garantie d'origine. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Amnesty International, Human Rights Watch publient des rapports accablants sur le travail des enfants, l'exploitation, les conditions périlleuses. Des géants comme Apple, Tesla ou Samsung jurent qu'ils n'achètent pas de cobalt issu de mines artisanales. Mais la chaîne d'approvisionnement est si opaque qu'il est quasiment impossible de retracer l'origine exacte du cobalt dans une batterie donnée. La Chine contrôle l'essentiel du raffinage du cobalt. Même si le minerai est extrait au Congo, il est acheminé vers la Chine dans des fonderies. Là, on en extrait le cobalt, on le purifie et on fabrique les composés chimiques pour les batteries. Oxyde de cobalt, sulfate de cobalt. Ensuite, ces composés partent vers les usines de production de batteries, elles aussi majoritairement situées en Chine ou en Corée du Sud. La Chine contrôle environ 80% du raffinage mondial du cobalt. Cela lui confère un pouvoir géopolitique considérable sur la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le raffinage du minerai de cobalt est complexe. S'il s'agit d'un minerai de cuivre-cobalt, il est d'abord broyé et enrichi par flottation, ce qui permet de séparer les sulfures de cuivre et de cobalt de la gangue stérile. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 degrés Celsius, produisant une matte, alliage de sulfure de cuivre, de cobalt et de fer. Le mat est soufflé à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant le fer et le soufre. On obtient du cuivre brut contenant du cobalt. Ensuite, les métaux sont séparés par des méthodes hydrométallurgiques. Dissolution dans l'acide sulfurique, purification de la solution des impuretés, précipitation sélective d'abord du cuivre par électrolyse, puis du cobalt. Ou bien, on utilise l'extraction par solvant. Le cobalt passe dans la phase organique, se sépare du cuivre, puis est reprécipité dans une solution aqueuse et isolé par électrolyse comme métal pur. La pureté du cobalt pour les batteries doit être de 99,8% et plus. Même des micro-impuretés de fer, de nickel ou de cuivre altèrent les propriétés des batteries. D'où une purification en plusieurs étapes, avec contrôle à chaque stade. Le prix du cobalt affiche une volatilité vertigineuse. En 2018, il a grimpé jusqu'à 95 000 $ la tonne, soit plus cher que l'or au volume. La raison, l'essor fulgurant des véhicules électriques et la crainte d'une pénurie de cobalt. Les entreprises raflaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis le prix a chuté à 24 000 $ en raison d'une offre excédentaire et d'une récession qui a frappé la demande. Actuellement, le prix oscille autour de 30 à 40 000 $ la tonne. Les fabricants de batteries tentent désespérément de réduire leur dépendance au cobalt. Ils développent de nouvelles chimies de cathode avec une teneur réduite, voire sans cobalt du tout. Les batteries lithium-fer-phosphate ne contiennent aucun cobalt, mais offrent une densité énergétique inférieure. Elles conviennent aux véhicules électriques bon marché avec une autonomie moindre. Tesla a réduit la teneur en cobalt de ses batteries à moins de 5% et prévoit de s'en affranchir totalement. Pourtant, il est impossible de remplacer complètement le cobalt dans le segment premium. Les batteries haute capacité des véhicules électriques haut de gamme, offrant 5 à 600 km d'autonomie, exigent des cathodes à forte teneur en nickel et en cobalt. La formule 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt représente un compromis entre capacité et stabilité. Sans cobalt, ces batteries sont sujettes à la surchauffe et à la dégradation. La demande de cobalt devrait augmenter, malgré les efforts pour réduire son utilisation. Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules électriques croît plus rapidement que la teneur en cobalt dans les batteries ne diminue. En 2020, 3 millions de véhicules électriques ont été vendus. En 2023, 14 millions
Les prévisions pour 2030 dépassent 30 millions. Même si la teneur en cobalt chute de moitié, la demande globale continuera de croître de manière exponentielle. D'autres pays tentent de trouver des sources alternatives. L'Australie possède de modestes gisements, tout comme le Canada, la Russie, les Philippines, Cuba. Mais ensemble, ils ne fournissent que 30% du cobalt mondial. Et augmenter la production rapidement s'avère impossible. Il faut des années pour la prospection, la construction des mines, l'obtention des autorisations. Le Congo reste le fournisseur dominant, et cela ne changera pas dans les 10 à 15 prochaines années. On tente aussi d'extraire le cobalt des fonds marins. Au fond du Pacifique reposent des milliards de tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions de la taille d'une pomme de terre, contenant nickel, cobalt, cuivre, manganèse. La concentration en cobalt y avoisine 0,2%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant sur d'immenses étendues. Les technologies d'extraction en eau profonde se développent, mais les conséquences écologiques demeurent inconnues. Et la communauté internationale reste pour l'instant prudente quant aux autorisations. Le recyclage des batteries constitue une source potentielle de cobalt. Lorsque des millions de véhicules électriques arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans, leurs batteries deviendront un réservoir colossal de métaux précieux. Les technologies de recyclage existent. On démonte les batteries, on les broie, on les fait fondre ou on les dissout dans des acides pour en extraire le cobalt, le nickel et le lithium. Mais l'équation économique reste complexe. Le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction de minerais neufs. Chaque année, l'humanité produit une substance noire, sans laquelle aucune voiture ne roulerait, ton smartphone ne fonctionnerait pas, et les batteries modernes n'existeraient pas. Mais si je te disais qu'il ne s'agit pas de simple suie, mais d'un matériau né dans un enfer contrôlé à une température supérieure à celle de la lave volcanique. Des particules si minuscules que des milliers d'entre elles tiendraient sur le diamètre d'un cheveu humain. Et ce sont justement elles qui supportent des dizaines de tonnes de charge sur la route. Pourquoi les pneus sont-ils devenus noirs? Pourquoi sans cette poudre, le caoutchouc se désagrège-t-il en quelques mois? Et il existe un moment dans la fabrication dont on parle à peine, mais qui change tout. Reste avec nous jusqu'à la fin, et tu découvriras le secret qui se cache au cœur de cette matière noire. Commençons par préciser que le noir de carbone n'est pas simplement la suie de la cheminée de votre grand-mère. C'est un produit high-tech, à la structure rigoureusement contrôlée, avec des particules de taille et de propriétés définies. Au microscope, il ressemble à des milliards de minuscules sphères mesurant de 10 à 500 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une épaisseur d'environ 70 000 nanomètres. Ces particules sont donc 1000 fois plus petites. L'histoire du noir de carbone remonte loin dans le temps. Dans l'Égypte et la Chine ancienne déjà, on récoltait la suie issue de la combustion d'huile pour l'utiliser comme pigment noir dans les encres et les peintures. Mais la véritable révolution survient au début du XXe siècle, lorsque quelqu'un a l'idée d'ajouter de la suie au caoutchouc et découvre que le matériau devient bien plus résistant et durable. Avant cela, les pneus automobiles étaient blancs ou gris et ne duraient que quelques centaines de kilomètres. Après l'ajout de noir de carbone, ils sont devenus noirs et ont commencé à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, près de 70% de tout le noir de carbone produit dans le monde est destiné à la fabrication de pneus. Le reste est utilisé dans une quantité innombrable de produits, des encres d'imprimerie aux cosmétiques, des plastiques aux batteries. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de noir de carbone sont produites dans le monde. C'est une industrie colossale dont on entend pourtant peu parler. Comment cette substance noire est-elle fabriquée?
La méthode principale s'appelle le procédé au four. Imaginez un four gigantesque d'environ 30 mètres de long et plusieurs mètres de diamètre, fonctionnant à des températures comprises entre 1300 et 1650 degrés Celsius. À l'intérieur se crée un enfer contrôlé, où les hydrocarbures sont littéralement déchirés, atome par atome. Le processus commence avec la matière première, le plus souvent des résidus pétroliers lourds, obtenus lors du raffinage du pétrole. Ce sont des liquides épais et goudronneux, riches en carbone. Parfois on utilise du gaz naturel ou du charbon, mais les produits pétroliers donnent la meilleure qualité. Cette matière première est préalablement chauffée à une température d'environ 200 degrés pour qu'elle devienne suffisamment fluide pour être pulvérisée. Puis vient la magie. La matière première est pulvérisée en un fin brouillard dans une chambre de combustion, où l'on injecte sous haute pression de l'air chaud ou de l'oxygène. Les gouttelettes s'enflamment instantanément et commencent à brûler. Mais ce n'est pas une combustion complète, comme dans un poêle à bois. C'est un processus incomplet contrôlé, où l'on donne délibérément moins d'oxygène qu'il n'en faudrait pour une combustion totale. À des températures aussi extrêmes, les molécules d'hydrocarbures se décomposent. Les atomes de carbone, libérés des molécules, commencent à s'assembler entre eux, formant de minuscules germes de futures particules. Ces germes se développent en agrégeant toujours plus d'atomes de carbone. L'ensemble du processus ne dure que quelques millisecondes. De la gouttelette de pétrole à la particule de suie formée, il s'écoule moins d'un dixième de seconde. Les particules continuent de circuler dans le four avec les gaz chauds. À un moment précis, on injecte de l'eau ou de la vapeur dans le four pour abaisser brutalement la température et stopper la réaction. Sans cette intervention rapide, les particules continueraient de croître jusqu'à devenir trop volumineuses ou se consumeraient entièrement en dioxyde de carbone. Le contrôle de la température et du temps de réaction détermine la taille et les propriétés des particules. Les gaz chauds contenant des particules de noir de carbone traversent une série d'échangeurs thermiques, où ils sont refroidis à environ 200 degrés. Ce mélange passe ensuite dans un système de filtration. On utilise le plus souvent des filtres à manches, d'immenses sacs en tissu spécial, à travers lesquels le gaz circule, tandis que les particules de suie se déposent sur les parois. Périodiquement, les filtres sont secoués, et la suie tombe vers le bas, où elle est collectée. Mais ce n'est pas encore le produit final. Le noir de carbone fraîchement produit contient diverses impuretés, des résidus d'hydrocarbures, de l'eau, parfois du soufre et d'autres substances. Il est envoyé pour un traitement supplémentaire. Parfois, on le granule. On le compresse en petites billes de quelques millimètres afin de faciliter son transport et son utilisation. Parfois, on le traite avec des produits chimiques pour modifier les propriétés de surface des particules. Il existe différentes qualités de noir de carbone, qui se distinguent par la taille des particules, leur structure et leurs propriétés. Pour les pneus, on utilise généralement de la suie, dont les particules mesurent environ 20 à 50 nanomètres. Plus les particules sont fines, plus leur surface de contact avec le caoutchouc est importante et meilleur est le renforcement. Mais des particules trop fines sont plus difficiles à répartir uniformément dans le caoutchouc. Il faut donc trouver un équilibre. Maintenant, la question essentielle, pourquoi le noir de carbone fonctionne-t-il si bien dans le caoutchouc? Lorsqu'on mélange du caoutchouc avec de la suie et qu'on le vulcanise, les particules de carbone créent dans le caoutchouc un réseau tridimensionnel qui renforce le matériau. Prenez par exemple des spaghettis nature. Ils sont mous et se cassent facilement. Ajoutez-y maintenant une multitude de petites billes dures qui se lient aux molécules de spaghettis et entre elles. La structure devient beaucoup plus solide.
Le noir de carbone représente jusqu'à 30% du volume d'un pneu. Sans lui, le caoutchouc s'userait 10 à 15 fois plus vite. Un pneu moderne parcourt 60 à 80 000 km, grâce précisément au noir de carbone. Il absorbe les contraintes mécaniques, les répartit, empêche le caoutchouc de se déchirer à chaque nid de poule. Autre propriété remarquable, la résistance aux ultraviolets. Le caoutchouc pur se dégrade sous la lumière solaire en quelques mois. La suie absorbe les rayons ultraviolets et protège les chaînes polymères de la décomposition. C'est pourquoi les produits en caoutchouc contenant du noir de carbone peuvent servir des années en plein air sans se détériorer. Au-delà des pneus, le noir de carbone entre dans la composition de milliers d'articles en caoutchouc. Courroies de moteur, joints d'étanchéité, flexibles, chaussures, tapis. Tous ces objets sont noirs justement à cause de la suie, et c'est elle qui les rend solides et durables. Il existe d'autres charges pour le caoutchouc, comme la silice, mais le noir de carbone est moins cher et plus efficace pour la plupart des applications. Mais les pneus ne sont pas la seule utilisation. Dans les batteries lithium-ion modernes, qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur portable et les voitures électriques, le noir de carbone joue un rôle crucial. Il est ajouté aux électrodes comme additif conducteur. Pourquoi est-ce important ? Parce que les matériaux actifs des électrodes conduisent mal l'électricité par eux-mêmes. Sans noir de carbone, la batterie ne pourrait ni se charger ni se décharger rapidement. Les particules de suie créent des chemins conducteurs dans la masse de l'électrode. Les électrons peuvent circuler rapidement à travers ce réseau, augmentant la puissance de la batterie. Et il ne faut que 2 à 5% de noir de carbone par rapport à la masse de l'électrode. Pas besoin de plus, car il ne participe pas aux réactions de stockage d'énergie. Il assure simplement le transport des électrons. Dans les encres d'imprimerie et les toners, le noir de carbone constitue le pigment noir de référence. Il procure un noir profond et saturé, résistant à la décoloration. Le texte d'un livre imprimé il y a 100 ans, avec du noir de fumée, reste aujourd'hui net et noir. Les pigments synthétiques n'offrent pas une telle stabilité. Dans les plastiques, le noir de carbone sert à la fois de pigment et de protection contre les ultraviolets. Les pièces automobiles en plastique noir, les boîtiers électroniques, les canalisations, nombre d'entre eux contiennent du noir de carbone. Il améliore également la conductivité électrique des plastiques, ce qui s'avère essentiel pour les matériaux antistatiques et le blindage contre les interférences électromagnétiques. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible,
conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamée dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion. L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines.
Ils se déposaient comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisements primaires, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome.
Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique, une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule, sous le fond de teint et les paillettes, le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat ? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible, qui se régénère instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciels entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation, et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent.
Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance, c'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage, et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors, la prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Chaque seconde dans le monde, plus de 57 tonnes d'acier sont produites. C'est le poids de 10 éléphants par seconde. Mais voici ce qui est étonnant. Le métal qui soutient ta maison, ta voiture et même ta vie, littéralement, est né au cœur d'étoiles explosives il y a des milliards d'années. Oui, chaque atome de fer dans ton sang, c'est un artefact cosmique. Et maintenant, sous tes pieds, à 3000 km de profondeur, une boule de fer liquide chauffée à 6000 degrés crée le champ magnétique qui te protège de la radiation cosmique mortelle en ce moment même. Chaque année, l'humanité produit 1,8 milliard de tonnes d'acier, de quoi entourer la Terre 7 fois. Mais il y a un sombre secret. Les réserves mondiales de fer ne sont pas infinies. Et ce qui se passe dans les hauts fourneaux hauts, comme un immeuble de 30 étages à 2000 degrés, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi le fer pourrait disparaître plus vite que tu ne le penses
et ce qui arriverait à la civilisation sans lui. Le fer, c'est un véritable hipster cosmique. Il est né dans les étoiles géantes, et c'est le dernier élément qu'une étoile peut créer avant d'exploser en supernova. En fait, chaque atome de fer dans ton sang, oui, ton sang contient aussi du fer. C'est un morceau d'ancienne matière stellaire. Quand notre planète s'est formée, l'élément le plus lourd, le fer, a coulé vers le centre, formant le noyau externe et interne. Imagine-toi, sous tes pieds, à une profondeur de près de 3000 km, se trouve une boule de métal liquide chauffée à 6000 degrés Celsius, en mouvement constant. C'est le noyau. Son mouvement crée le champ magnétique terrestre qui nous protège de la radiation cosmique. Autrement dit, le fer rend littéralement notre vie possible. Les tout premiers objets en fer, découverts par les archéologues, par exemple les artefacts de l'Égypte antique, étaient fabriqués à partir de fer météoritique. C'est du fer pur qui est tombé sur Terre, et il n'était pas nécessaire de le fondre. Les anciens le considéraient comme un don du ciel. Pour extraire le fer à la surface, l'humanité a appris à créer quelque chose qui ressemble à de l'art industriel, des carrières gigantesques. D'abord, on étudie le gisement, puis on procède à des travaux de forage et d'explosion. Oui, de vraies explosions. Ensuite, le minerai, qui ressemble à une pierre rouge-brun ordinaire, est transporté par des excavateurs géants. Le fer se trouve rarement à l'état pur. Il est caché dans les minéraux, et pour le libérer, il faut une approche très agressive. Une carrière peut être aussi profonde que la Tour Eiffel, et aussi large qu'une petite ville entière. C'est vraiment époustouflant. Le minerai, qui n'est que de la roche contenant du fer, doit être transformé en métal pur. Cela se passe dans les hauts fourneaux, des géants cylindriques hauts comme 30 étages, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pendant des décennies. Comment ça marche ? Le minerai, le charbon spécial pour la température et les additifs pour séparer les impuretés sont chargés par couches par le haut. Par le bas, on insuffle de l'air chauffé à 1300 degrés qui fait brûler le coke. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 2000 degrés. Sous l'effet d'une telle température, le fer se sépare de l'oxygène. 2 à 3 fois par jour arrive la coulée. C'est-à-dire que, de la partie inférieure du fourneau, s'écoule de la fonte liquide. Ce spectacle, c'est comme une rivière de lave en fusion qui brille d'une lumière orange vif. C'est du métal pur, chaud, ardent. À ce moment, l'air se remplit d'étincelles, de petites particules de métal qui se détachent du flux. C'est un spectacle qui fait se sentir n'importe quel ingénieur comme un dragon. Ce qui s'écoule du haut fourneau s'appelle la fonte. C'est un alliage de fer avec une forte teneur en carbone, plus de 2%. La fonte est très solide mais fragile. Pour qu'elle devienne flexible et résistante, il faut la transformer en acier. L'acier, c'est du fer qui a maigri en perdant son carbone en excès. On fait fondre la fonte à nouveau, et dans d'énormes mélangeurs, on insuffle de l'oxygène pur pour brûler le carbone en excès. Après cela, l'acier obtenu arrive au laminoir. Si le haut fourneau est le cœur, alors le laminoir est la salle de sport du métal. Qu'est-ce que le laminage ? C'est un procédé où les ébauches d'acier chauffé passent à travers une série de cylindres puissants sous une pression énorme. Le métal chauffé au rouge, épais comme une brique, passe à travers les cylindres et s'étire comme de la pâte, se transformant en feuilles minces, rails, poutres, armatures ou fils.
À la sortie, nous obtenons des matériaux de construction avec lesquels on construit des gratte-ciel, des ponts et des stades. 90% de tous les métaux utilisés dans le monde moderne, c'est de l'acier. Tu peux te dire, ok, tout ça c'est pour les usines. En quoi ça me concerne? Ta maison, la structure de ton complexe résidentiel, l'armature dans les murs, c'est de l'acier. Ton transport, les automobiles, trains, métros, coques de navires, c'est de l'acier. Ton Internet, les antennes sur lesquelles reposent les tours de téléphonie mobile, les châssis métalliques des serveurs où sont stockées toutes tes vidéos TikTok et tes streams, c'est de l'acier. Ta santé. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hémoglobine dans ton sang contient du fer qui transporte l'oxygène dans le corps. Sans fer, tu ne peux pas respirer. Le corps d'un adulte moyen contient environ 3 ou 4 grammes de fer. C'est suffisant pour faire un petit clou. Mais ce fer est d'une importance critique. Il fait partie de l'hémoglobine, et si on imagine que ce sont des micro-taxis, alors il transporte l'oxygène vers chaque cellule de ton organisme. Sans ces 4 grammes, game over. Les porte-avions, les plus gros navires militaires au monde, peuvent avoir un déplacement de plus de 100 000 tonnes, et la part du lion de ce poids revient aux alliages d'acier spécialisés. Ces alliages doivent être à la fois solides pour résister aux chocs et flexibles pour ne pas se fissurer sur les vagues marines. Le fer a parcouru le chemin de la poussière stellaire au noyau de la planète, de la carrière gigantesque aux rivières de métal en fusion qui s'écoulent des hauts fourneaux. Il est le héros invisible de tous les progrès technologiques que tu considères comme acquis. L'acier est le matériau le plus recyclé de la planète. Chaque année, plus d'acier est recyclé que tous les autres matériaux réunis. Aluminium, verre, papier, plastique. Cela fait de lui la superstar de l'économie circulaire. La production mondiale d'acier dépasse annuellement 1,8 milliard de tonnes. C'est une quantité si énorme que si on l'entassait dans des conteneurs de fret standard, on pourrait entourer la Terre à l'équateur plus de 7 fois. L'utilisation de l'acier est souvent un indicateur du développement économique d'un pays. Pendant la révolution industrielle, c'était une ressource clé. Et aujourd'hui, la Chine produit plus d'acier que tous les autres pays réunis. La métallurgie moderne travaille à la création d'alliages intelligents. Par exemple, les scientifiques ont développé un acier capable de guérir les petites fissures sous l'effet de la chaleur, comme Terminator, mais dans la vraie vie. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous. Le fer, c'est un véritable joueur discret. Il n'attire jamais autant l'attention que l'or ou les diamants, mais c'est précisément lui qui est l'élément qui maintient notre monde ensemble. Du noyau ardent et profond de la Terre au clou microscopique dans ton mur, le fer est le roi de la masse et de la fonctionnalité. Chaque année, le monde produit plus de 100 millions de tonnes d'acier, mais seule sa partie la plus résistante devient le cœur des ponts géants. En Chine existe une usine où naissent des chaînes d'acier longues, comme un homme, et pesant plus de 3 tonnes. Chaque maillon se forme ici sous une pression de dizaines de milliers de tonnes, pour ensuite maintenir des villes entières au-dessus de l'eau. Ça semble être une force créée par les dieux du métal, mais c'est de la science exacte, où même une micro-fissure peut décider du sort d'un pont. Comment, à partir d'un morceau d'acier informe, naît un maillon capable de résister à un tremblement de terre? Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment on crée la colonne vertébrale des ponts les plus puissants de la planète.
Le début de la grande histoire des chaînes de pont prend toujours son départ avec le laminage d'acier, la base, la matière première sans laquelle on ne peut imaginer aucune construction solide. Dans cette usine chinoise, on utilise des alliages d'acier spéciaux, développés spécifiquement pour résister à des charges incroyables. Ils ne ressemblent pas à l'acier ordinaire qu'on utilise au quotidien. C'est un matériau résistant qui combine solidité, flexibilité et durabilité. Tout ce qu'il faut pour qu'un maillon de chaîne de pont supporte des kilotonnes de pression, les impacts climatiques et même les oscillations lors des tremblements de terre. Le métal arrive à l'usine sous forme de grandes barres et blocs d'acier. Le poids de chaque bloc atteint parfois 3 tonnes, environ la moitié d'un camion. Imaginez ce morceau massif de métal qui deviendra une partie d'une chaîne indestructible. Chaque bloc passe par un traitement préliminaire pour obtenir une structure homogène sans micro-fissures ni défauts, car même la moindre faiblesse peut mettre en danger la sécurité de tout le pont. Ces alliages d'acier sont créés pour être non seulement ultra résistants, mais aussi conserver leur élasticité, car les structures de pont sont constamment soumises à des charges dynamiques. Elles oscillent sous le vent, se dilatent et se contractent avec les variations de température, résistent au choc et même au mouvement du sol. C'est pourquoi la chaîne doit être un peu vivante, flexible mais stable. Le processus technique commence par une vérification rigoureuse de la composition chimique de l'acier. Des capteurs spéciaux et des analyses de laboratoire garantissent que le matériau répond à toutes les normes strictes. Ce n'est qu'après cela que le laminage est dirigé vers les machines, où seront formés ces maillons géants capables de soutenir un pont extrêmement lourd. Le laminage passe par d'énormes presses à vis, des machines capables d'extraire du métal la forme du futur maillon. Un maillon pour chaîne de pont, c'est un ovale d'acier géant, long de plus de 2 mètres parfois et pesant environ 3 tonnes. Imaginez la force nécessaire pour former un tel maillon. Après que la forme générale du maillon soit formée à partir du laminage d'acier résistant, il passe à l'étape clé suivante de la production, le traitement dans une presse énorme. Cette presse est un véritable monstre parmi les machines industrielles, capable de traiter du métal d'un poids et de dimensions incroyables. Dans cette presse gigantesque, le maillon n'est pas simplement plié et compacté. On lui donne littéralement la forme nécessaire au fonctionnement parfait de toute la chaîne du pont. C'est ici que se fait le réglage fin de sa géométrie, pour que chaque maillon se connecte en douceur avec le suivant, sans gêner le mouvement, tout en assurant un ancrage solide et fiable. Le processus semble incroyablement complexe et précis. Le métal dans la presse subit d'énormes pressions. Des milliers, parfois des dizaines de milliers de tonnes de force, comprimant le maillon au point qu'il acquiert les dimensions et la forme nécessaires. Il est très important que la surface du maillon reste lisse et solide, car toute fissure ou irrégularité peut causer une rupture, ce qui est inadmissible pour un élément aussi crucial d'une structure de pont. En même temps que le pliage, se produit une compaction de la structure du métal. Ce processus augmente la résistance interne du maillon, le rend plus résistant au choc et durable dans diverses conditions climatiques et d'exploitation. Le résultat, le maillon n'est pas seulement géant en taille et en poids, il est aussi incroyablement résistant. L'un des moments clés est l'ajustement des dimensions précises. Les maillons doivent être parfaitement compatibles pour former, une fois assemblés, une chaîne mobile mais solide. Le maillon suivant doit passer librement à travers le précédent sans blocage, mais en même temps ne pas permettre de jeu ou de relâchement.
Chaque détail a un impact colossal sur la fiabilité globale du pont. La précision avec laquelle fonctionne la presse est atteinte grâce au contrôle informatique et aux capteurs qui surveillent non seulement la pression, mais aussi la forme du métal en temps réel. C'est un processus hautement technologique qui combine de nombreuses machines et personnes pour créer un produit parfait. Après être sorti de la presse, le maillon passe à un traitement supplémentaire. Meulage, polissage, inspection. Là, il est vérifié pour détecter les plus petits défauts. On mesure sa taille exacte et on évalue sa préparation à l'assemblage en chaîne. Chaque pièce doit passer le contrôle qualité, car de sa perfection dépend la sécurité de milliers de personnes et la durée de vie du pont lui-même. Plus de 1000 ouvriers et ingénieurs travaillent à l'usine, assurant la sécurité et des standards de production élevés. Ici, on fabrique annuellement plus de 5000 de ces maillons géants. La Chine reste le plus grand producteur d'acier au monde, ce qui impacte directement les volumes de fabrication de produits à grande échelle, comme les chaînes de ponts. Selon les résultats de septembre 2025, la production d'acier en Chine s'est élevée à environ 73 500 000 tonnes, soit 5% de moins par rapport à l'année précédente. Mais cela représente toujours une contribution énorme au marché mondial de l'acier. Le nombre total de ponts en Chine, équipés de tels systèmes suspendus, dépasse déjà 4000. Et ce chiffre continue d'augmenter activement car le pays développe constamment son infrastructure de transport, dans le but d'améliorer la logistique et les connexions entre les régions. Pour comparaison, il existe environ 10 000 grands ponts suspendus dans le monde, et environ un tiers d'entre eux possèdent précisément ces chaînes d'acier géantes, fabriquées avec des technologies similaires à celles utilisées dans cette usine en Chine. La croissance des exportations d'acier chinois a un impact substantiel sur les prix mondiaux de ces produits métalliques. En premier lieu, l'expansion des livraisons sur le marché international crée une pression supplémentaire sur l'offre, ce qui conduit souvent à une baisse des prix. Au cours des 2 dernières années, la Chine a établi un record en volume d'exportation d'acier, qui ont dépassé 110 millions de tonnes, et on s'attend à ce que cette tendance de croissance des exportations se maintienne. Parallèlement, la production intérieure d'acier en Chine diminue, et la consommation chute, ce qui oblige les producteurs à chercher des marchés extérieurs. En conséquence, il y a un risque de saturation du marché mondial, et les producteurs locaux dans d'autres pays ressentent la nécessité de baisser leurs prix pour rester compétitifs. L'Italie prévoit pour 2026 l'achèvement du plus grand pont suspendu au monde, dont la longueur dépassera 3 km. Pour de tels ponts, des chaînes d'acier ultra résistantes sont nécessaires pour soutenir les structures dans les zones à risque sismique, ce qui confirme l'application future des technologies de fabrication de maillons géants.